Merci, professeur Chilali. Donc, sans trop tarder, puisque j'ai 10 minutes, donc je passe au vif du sujet. Donc, le DICV, euh, qui est le déficit immunitaire commun variable, est un syndrome d'immunodéficience qui est très hétérogène. Il est caractérisé par une hypogammaglobulinémie, des infections bactériennes récurrentes et diverses anomalies immunologiques. Donc, il a une prévalence en Europe qui est aux alentours de 1 sur 30 000, avec une égalité de prévalence donc il n'y a pas au niveau du sexe ratio, il est égal à 1, donc ça touche de manière égale les hommes et les femmes. Pour le diagnostic, la médiane diagnostique en Europe sur le registre européen, elle est de 30 ans. Et il y a des formes familiales, ce qui suggère qu'il y a donc il y a des gènes de prédisposition qui sont quand même si les formes familiales ne sont pas toujours identiques à 100%, donc un peut avoir une hypo-IgA et l'autre peut avoir une hypogammaglobulinémie globale. Donc, mais je ne tarde pas sur la clinique, je passe à la pathogénie. Donc, au niveau de la pathologie des déficits immunitaires comme variable, depuis les 5 dernières décennies, ça a été très étudié. Mais elle reste vraiment imparfaitement connue et imparfaitement cernée. Ce qui est sûr, c'est que c'est une anomalie qui touche la fonction, elle touche la formation des anticorps. Donc, il y a un problème de formation des anticorps au niveau qualitatif et quantitatif. Et c'est un défaut de coopération entre les T. Ça pourrait être un défaut dans la capacité du T à aider le B à assurer sa fonction de producteur d'anticorps, comme ça peut être un défaut de réponse des lymphocytes B qui, malgré la signalisation des T, ils sont incapables de répondre à cette aide des lymphocytes T. Donc là, il y a un lien direct entre les lymphocytes T et les lymphocytes B. Avant de passer à plus, je préfère revenir un peu sur le fondamental et vous réexpliquer comment cette fonction et cette collaboration entre les T et les B, comment elle se produit. Donc, les lymphocytes, ça, c'est un ganglion lymphatique. Vous savez qu'une réponse immunitaire, elle démarre au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Donc, ça, c'est un ganglion lymphatique avec un lymphocyte B qui a rencontré son antigène. Et un lymphocyte B, il est connu par sa capacité de reconnaître directement un antigène. Donc, il peut le reconnaître. Donc, quand un lymphocyte B rencontre un antigène, qu'est-ce qui se passe? Il va s'activer puisqu'il l'a reconnu. Il va proliférer pour former un clone et il va se différencier. Et il va se différencier en quoi? Il va se différencier en plasmocytes producteurs d'IgM et il va libérer cet IgM en circulation. Mais quand le lymphocyte T rentre dans l'histoire, donc le lymphocyte T, CD4, parce que c'est le CD4 qui crée cette collaboration avec les T et les B, et donc le T, quand il reconnaît un antigène, il le reconnaît à travers une reconnaissance, donc il lui est présenté par une cellule dendritique. Et donc, le T, il reconnaît l'antigène et il crée ce lien donc, entre le T et le B. Donc, il y a une collaboration par des cytokines, par des récepteurs. Et donc, cette collaboration, elle va inciter le B à faire quoi? À revenir au niveau du centre germinatif des ganglions lymphatiques. Donc, il retourne au niveau du centre germinatif, ce lymphocyte B, pour effectuer deux phénomènes qui sont très importants pour une réponse humorale correcte. Il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène qu'on appelle hypermutation somatique et un autre qu'on appelle commutation isotypique. Ça paraît un peu compliqué, mais de manière très simple, c'est qu'on a un anticorps. Dans un anticorps, il y a deux parties. Il y a la partie variable et la partie constante. Ce que fait ce lymphocyte B, d'abord, il va modifier sa partie variable. Il doit améliorer sa spécificité. Parce qu'au départ, cette IgM qui était spécifique, elle avait une spécificité qui a été fabriquée de manière aléatoire. Mais maintenant qu'il a rencontré l'antigène, il doit affiner cette spécificité. Elle doit être meilleure. Il doit être plus spécifique et plus avide vis-à-vis de cet antigène pour pouvoir mieux se lier à cet antigène. Donc, il améliore sa spécificité par les permutations somatiques. Et il fait aussi une autre chose, c'est qu'il va modifier la partie constante. Et il modifie la partie constante par la commutation isotypique. Ça veut dire qu'il va faire un switch des IgM vers les IgA, les IgG ou les IgE. Et donc, quand il réalise toutes ces étapes, l'étape finale, c'est que ce lymphocyte B, il va donner naissance à un lymphocyte B mémoire qu'on appelle aussi un B mémoire switché parce qu'il a changé son immunoglobuline et il va donner naissance à des plasmocytes et au niveau circulant, on parle de plasmablastes. Donc, de manière corrélée,
chez ces patients, on a un problème de cette phase de la réponse. Et donc, ils ont souvent, chez 60% des patients, ils ont un problème des plasmocytes B mémoire switchés. Et de manière corrélée, on a aussi des plasmablastes qui sont bas. Et en fin de compte, l'aboutissement final de toute cette opération, c'est d'avoir des IgG au niveau, ou des IgA ou des IgE au niveau circulant et avoir des plasmocytes producteurs de ces immunoglobulines. Donc, qu'est-ce qui se produit chez ces patients? Donc là, c'est les classes de B. Pourquoi je reviens sur les marqueurs? Parce que c'est quelque chose qui va nous aider dans le diagnostic et dans la classification. Donc, au niveau circulant, dans le sang d'une personne normale, donc on a des lymphocytes naïfs. Ils sont reconnus par l'IgD de surface, mais aussi l'IgM. Ils ont deux molécules de surface qui sont, donc c'est le récepteur du lymphocyte B. Ils sont IgM+ et IgD+, avec un marqueur de mémoire qui est de CD27 qui est négatif. Après ce naïf, au moment de la réponse immunitaire, il va rentrer au niveau du ganglion lymphatique et il va donner naissance à un B mémoire switché et un plasmablast. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et donc, chez une personne normale, on a 60% de lymphocytes B naïfs circulants avec un peu moins de mémoire switchée et de plasmablast. Et il y a une autre population de lymphocytes B qu'on retrouve au niveau circulant, c'est les B marginaux, c'est des lymphocytes B qui viennent de la zone marginale de la rate et qui sont IgD et IgM positifs avec un marqueur de mémoire qui est de CD27 qui est positif. Ça, c'est une réponse humorale un peu précoce. Ils ont des IgM qui sont mieux spécifiques que ceux du naïf, mais qui gardent toujours un IgM. Et ça, vraiment, ils viennent de la zone marginale de la rate. Donc ça, c'est par rapport aux lymphocytes B. Par rapport aux lymphocytes, donc là, je reste sur les B, pardon. Donc là, chez ces patients, ils ont un problème de l'hypermutation somatique. Tout à l'heure, on avait vu que l'hypermutation somatique, c'était l'amélioration de la spécificité de la partie variable. Et donc, vous voyez que dans cette étude, il y a une comparaison de la spécificité de la partie variable chez les patients atteints de CIVD par rapport à des sujets sains, par rapport à des cellules du sang du cordon. On sait que les cellules du sang du cordon, c'est des cellules qui n'ont pas de permutation somatique parce qu'ils sont tous naïfs, c'est des cellules toutes naïves. Et donc, il n'y a pas d'hypermutation somatique. Donc, chez un sujet normal, on devrait avoir beaucoup d'hypermutations somatiques qui sont dues aux différentes infections qu'a eu le sujet. Et chez les patients atteints de DICV, ils ont peu de mutations somatiques. Donc, il y a un problème de cette création, de cette amélioration de la spécificité des lymphocytes B. À côté de ça, donc, il y a un taux important de lymphocytes mémoire naïfs. Donc, ça, c'est des IgD+, CD27+, donc ils sont naïfs. Donc, ça, c'est ce trait et la moyenne des lymphocytes naïfs chez des sujets sains. Par contre, chez les patients atteints de DICV, ils ont un taux de naïfs qui est très élevé. Ils ont beaucoup moins de cellules switchées par rapport à un sujet normal. Les lymphocytes T ont aussi été étudiés, mais beaucoup moins par rapport aux lymphocytes B. Les lymphocytes T, aussi au cours de la réponse immunitaire, ils vont perdre des récepteurs et en gagner d'autres. Mais ce qui est connu au niveau par rapport aux lymphocytes, au profil des lymphocytes T chez les patients atteints de DICB, c'est qu'il y a un taux de lymphocytes actifs, de lymphocytes T actifs et mémoire, contrairement aux lymphocytes B chez les patients atteints de DICB. Donc, chez les patients atteints de DICB, ils ont une augmentation du taux de naïf B. Par contre, ils ont une augmentation de lymphocytes T, mémoire et effectrice, et une augmentation parallèle des B naïfs. Donc, pour le diagnostic, selon les critères de l'ESID, donc de la Société européenne des déficits immunitaires, il faut des critères cliniques sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais pour les critères biologiques, il faut une diminution des immunoglobulines G associée à une diminution des immunoglobulines A ou des IgG. Donc, il faut au moins 2 classes qui soient au-dessous de la valeur normale. D'abord, les IgG associés aux IgA ou aux IgM. Il faut que ce soit mesuré au moins à 2 reprises. Et ça, c'est valable pour toutes les maladies chroniques. Pour toute pathologie chronique, avant de poser un diagnostic, il faut contrôler, et avant de coller une étiquette au patient, donc il faut contrôler à 2 reprises. Donc, on a une baisse des IgG et des IgA ou des IgM.
est associé à un autre élément biologique qui doit être soit une faible réponse au vaccin, donc une sérologie post-vaccinale qui doit être anormale, ou un taux de cellules B switchées mémoire que nous avons vu tout à l'heure qui est bas. Donc, c'est l'un des deux, et avec une élimination des causes secondaires de l'hypogammaglobulinémie. Donc, là, éliminer une hypogammaglobulinémie secondaire est quelque chose de primordial, c'est une pathologie de l'adulte. Donc, avant de penser à une pathologie primitive, il faut éliminer les causes secondaires qui sont beaucoup plus fréquentes. Par exemple, les hémopathies malignes, c'est des pathologies, notamment le myélome non sécrétant ou la LLC, c'est des pathologies qui peuvent, où l'hypogammaglobulinémie s'installe très lentement, et il faut y penser avant de penser à une cause primitive. Aussi, les pertes d'anticorps, notamment le syndrome néphrotique ou l'entéropathie exsudative. Donc, pensez à demander une électrophorèse des protéines à un patient. C'est un test qui n'est pas très coûteux, mais qui peut être très utile pour éliminer une cause secondaire. Aussi, les cryoglobulinémies peuvent masquer ou peuvent simuler une hypogammaglobulinémie, et aussi les prises médicamenteuses. Je ne parle pas de l'infection par le VIH qui est aussi, il faut l'éliminer de manière, il faut absolument réaliser une sérologie HIV avant de penser à un déficit immunitaire primitif. Donc, pour le diagnostic, le bilan standard pour tous les déficits immunitaires primitifs qu'on réalise depuis, qui était primordial de réaliser, c'est de démarrer par le plus simple en allant vers le compliqué. Le plus simple, c'est de demander un hémogramme et un dosage d'immunoglobuline. Donc, le hémogramme, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Donc, l'hémogramme, d'abord, on va voir les leucocytes. Comme on est dans un déficit immunitaire, on va voir les formules leucocytaires. Dans un DICV, le taux des lymphocytes est normal. Même si dans les DICV, on peut avoir une lymphopénie B, mais une lymphopénie B n'influe jamais un taux de lymphocytes sur un hémogramme. Les lymphocytes représentent 5 à 15% des lymphocytes totaux. Donc, une lymphopénie B n'influe pas un taux de lymphocytes sur un hémogramme. Donc, normalement, chez un DICV, on devrait avoir un taux de lymphocytes qui est normal. S'il y a une lymphopénie, donc là, ça veut dire qu'il faut penser à autre chose. On peut avoir des neutropénies, mais surtout d'origine auto-immune. Et on peut avoir des anémies. L'anémie peut être d'origine inflammatoire, mais aussi auto-immune, et la thrombopénie auto-immune. Parce que dans le déficit immunitaire comme invariable, c'est une pathologie où il y a beaucoup de manifestations auto-immunes, et notamment les cytopénies auto-immunes. Donc, à côté de l'hémogramme, il faut un dosage des immunoglobulines. Le dosage des immunoglobulines, on peut l'évaluer par une électrophorèse qui va montrer une hypogammaglobulinémie. Donc, on va avoir un taux de la zone gamma qui est basse. Une électrophorèse des protéines, elle est moins sensible qu'un dosage des immunoglobulines, mais elle est intéressante parce qu'elle permet d'éliminer d'autres causes de l'hypogammaglobulinémie. Avec l'électrophorèse, il est intéressant, donc après, on peut doser les immunoglobulines G, A et M, qu'il faut bien sûr interpréter en fonction de l'âge. Pardon. Pour les dosages des IgG, s'ils sont normaux, pensez à compléter par des dosages de sous-classe d'immunoglobulines G, parce qu'il y a des patients qui peuvent commencer par qui ont une hypogammaglobulinémie qui est progressive, qui n'est pas toujours complète, donc ils commencent par des formes incomplètes. Donc, vous pourrez avoir une sous-classe qui est déficiente. On peut avoir une hypogammaglobulinémie en sous-classe et qui peut après évoluer vers une hypogammaglobulinémie complète. Et donc, on peut réaliser des dosages de sous-classe des immunoglobulines G. Donc, il y a 4 sous-classes qu'il est possible de doser, donc de 1 à 4. Il ne faut pas oublier que ces dosages apprécient la quantité de ces immunoglobulines, mais pas la qualité. Donc, on apprécie la production, mais pas la spécificité. Pour évaluer la spécificité, c'est là où on passe aux sérologies post-vaccinales. Donc là, pour évaluer la qualité des anticorps, il faut une évaluation des réponses vaccinales. Donc, elle apprécie la capacité à produire des anticorps spécifiques. Il y a 2 types de réponses à évaluer. Il y a la réponse antiprotidique par le vaccin antitétanique et la réponse antipolysaccharidique par le pneumocoque. Et là, il faut une vaccination par le pneumocoque non conjugué. Il faut vraiment un vaccin polysaccharidique. Et donc, c'est une sérologie qui est difficilement appréciable chez des enfants de moins de 6 mois parce qu'il a toujours les anticorps de sa maman. Donc, on peut avoir des sérologies faussement positives par la présence des anticorps maternels.
Et chez l'enfant de moins de 2 ans, c'est un enfant c'est des mauvais producteurs d'anticorps antipolysaccharidiques. Donc, les anticorps antipolysaccharides ne sont évaluables qu'après l'âge de 2 ans. Donc, après, donc on passe aux analyses après qui sont plus spécialisées. Donc, démarrer par évaluer les sous-populations lymphocytaires au niveau du sang périphérique. C'est des analyses qui se font par cytométrie en flux. Donc, on va marquer chaque cellule par un anticorps et on va évaluer l'expression de ces marqueurs et numérer ces cellules. Là encore, c'est un test à interpréter en fonction de l'âge. La numération classique, elle est intéressante chez ces patients. Donc, faire une numération des T, des B et NK est intéressante parce que la lymphopénie B, on peut la voir chez 10% des patients DICV. Et c'est des formes qui sont moins graves que quand on a des lymphocytes B résiduels. Donc, les formes de DICV avec lymphopénie B, elles sont connues pour être moins graves. Mais faire attention quand on a une lymphopénie B, est-ce que c'est un vrai DICV ou est-ce que c'est pas un breton, par exemple. Donc là, le diagnostic de DICV devient plus compliqué. À côté de ça, on peut détecter une lymphopénie T et là, on élimine complètement. Donc là, on est dans les déficits immunitaires combinés et même chez l'adulte, on peut avoir des low kids, donc des late onset combined immunodeficiencies. Après avoir évalué les populations lymphocytaires générales, après, on peut évaluer les populations B circulantes. Et ça, c'est un moyen de classer les malades. C'est un complément diagnostique, mais c'est aussi un moyen de les classer. Donc, on peut évaluer les différentes populations des B, donc les B naïfs, les B mémoire switchés, les transitionnels, et qui sont des cellules particulières qui sont très rares chez le sujet sain. Et il y a des B de la zone marginale, ceux qu'on a vus qui viennent de la rate, et les plasmablastes. Donc, l'Euroflow, ou la Société européenne de cytométrie en flux, ont essayé d'unifier cette classification des DICV par cytométrie en flux. Et donc, ils ont proposé une méthode d'analyse de ces B qui va permettre d'analyser les 6 populations des lymphocytes B chez ces patients. Et on voit que déjà, quand on compare le sujet sain par rapport à un sujet atteint de DICV, il y a des différences de population. C'est quoi ces différences? D'abord, chez 60% des cas, il y a les patients atteints de DICV n'ont pas de cellules switchées B mémoire. Donc, ils ont moins de 2% de ces cellules. Et les cellules switchées B mémoire, c'est ceux-là. Donc, c'est les cellules qui ont un CD27 positif, donc un marqueur de mémoire, mais qui n'ont pas d'IgD ou d'IgM. Donc, c'est là. Et vous voyez que chez les DICV, ils n'ont pas de cellules mémoire switchées. Et comme on avait dit tout à l'heure que les plasmablastes corrèlent très bien avec cette population cellulaire, on voit que même là, les plasmablastes, ici, chez les sujets sains, on a une population. Par contre, là, il y a une baisse considérable des plasmablastes chez la population atteinte de DIC. Chez 10% des malades, il y a une diminution des B de la zone marginale. Les B de la zone marginale, c'est ceux qui proviennent de la rate et qui ont une réponse plus polysaccharidique spécifique. Et donc, c'est une population qui est la population 2. Ici, vous pouvez voir qu'ils sont abaissés par rapport au sujet normal. Et qu'est-ce qui compense cette lymphopénie B de ces cellules switchées? Donc, chez les malades atteints de DICV, ils ont une augmentation des naïfs et aussi une augmentation des B transitionnels, qui sont des B qui sont un petit peu immatures, mais qui tentent à compenser cette lymphopénie B. Donc, ils ont des B transitionnels qui sont élevés et ils ont des naïfs qui sont augmentés. Donc, pourquoi faire un phénotypage des B chez les DICV? Parce que c'est un outil diagnostique. En plus, il est plus rapide que la sérologie vaccinale. Une sérologie vaccinale, il faut vacciner, il faut attendre quelques semaines pour l'évaluer. Par contre, là, vous faites un phénotypage des B, un profil B complet, et vous avez le résultat dans les 48 heures. Et si le patient est parmi les 40% qui n'ont pas de switch de memory B16 diminué, c'est là qu'on peut compléter par une sérologie vaccinale. L'intérêt aussi de cette analyse du profil B, c'est aussi un intérêt de classification clinico-biologique et aussi de pronostic. Donc, ça a été démontré par le consensus Euroclass que les patients qui n'ont pas de cellules switchées, B mémoire, de cellules B mémoire switchées, en plus de risque de développer, donc ils présentent plus de splénomégalie et de granulome.
Et quand ces B switchés sont absents et qui sont associés aussi à des transitionnels qui sont élevés, là, on a plus de risque d'adénopathie. Il y a une population qui était tout à l'heure sur les graphes et qui est une population qui a des CD21 low. Les patients qui ont un CD21 peu exprimé, eux aussi sont exposés à développer des splénomégalies et des granulomes. Donc, quelle que soit la valeur des B-mémoires switchés, qu'ils aient ou pas des B-mémoires switchés, ils ont un risque de développer une splénomégalie Jalila, et si des vous pouvez granulomes. aller, Jalila, si Je vous pouvez aller conclue, un je peu suis à plus la vite. conclusion. Donc, en conclusion, le DICV est une affection très hétérogène, tant sur le plan clinique que sur le plan immunologique. Bon, il n'y a pas de consensus clair actuellement pour savoir si le défaut cellulaire est plutôt de type T ou B. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une anomalie de coopération entre ces deux types cellulaires. Il est défini par une hypo-IgG avec une hypo-IgA et ou IgM sans lymphopénie associée. Certains patients peuvent avoir une perte progressive des immunoglobulines. Et donc, avant d'arriver à un profil complet, il faut toujours éliminer une cause secondaire de l'hypogammaglobulinémie avant de penser à un DICV. Et l'étude des populations B est importante pour le diagnostic et pour classer les patients en des groupes homogènes. Et je vous remercie.